Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi 7 novembre. Le NPD lâche le gouvernement Martin. Aurons-nous des élections en décembre? Je suis prêt d'avoir une élection si c'est nécessaire. On a jusqu'à mardi prochain pour voir. Marc-Yvan Côté piqué au vif par le rapport Gomery et Paul Martin. Je suis un plus fier libéral, québécois et canadien qu'il ne le sera jamais. Comment stopper les jeunes Français qui enflamment les banlieues? Pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu. Cet homme à l'allure troublante a-t-il tué sa femme comme on le croit? Ça fait plusieurs fois qu'il nous disait qu'il l'avait chassée, qu'il ne voulait pas la voir. Le cristal meth est à nos portes. Nous sommes très éveillés à la possibilité que ça fasse surface ici. La riposte s'organise. On peut faire ce qu'on peut faire, alors on a décidé de faire une vidéo. Chanter dans les prairies. Le temps des fêtes est déjà arrivé pour la famille Dion, Alexandra. La famille Dion fête Noël sur scène au Casino de Montréal et désormais sur disque. Y aura-t-il des élections dans le temps des fêtes? La question semble absurde, mais aujourd'hui, Jack Layton, le chef du NPD, a franchi un premier pas vers cette possibilité-là. Insatisfait des concessions libérales en matière de santé, il a retiré son appui au gouvernement minoritaire. Mais Yves, les autres partis d'opposition se méfient de Jack Layton. Ils ne sont pas sûrs qu'il va aller jusqu'au bout. Bluff ou réalité? Voilà la question que se posent plusieurs personnes ce soir, alors que Jack Layton a retiré sa confiance à l'endroit du gouvernement. Mais Sophie, ce soir, tout le monde se dit prêt à aller en élection, mais comme vous le verrez, l'enthousiasme n'est pas nécessairement au rendez-vous. La stratégie de Jack Layton demeure déroutante. Celui qui détient la balance du pouvoir à Ottawa a tenté d'obtenir des libéraux une intervention dans le système de santé pour y limiter la place du privé. La proposition libérale est arrivée jeudi soir dernier. Les néo-démocrates y ont réfléchi au cours du week-end. Malheureusement, il n'y a aucune raison pour notre parti d'exprimer sa confiance en ce gouvernement. Faire tomber le gouvernement Martin, est-ce là une menace réelle ou une manœuvre pour le faire plier? J'imagine qu'au cours des prochaines heures, il y aura des échanges de toutes sortes. Et comme je vous dis, on a jusqu'à mardi prochain pour voir. Conservateurs et bloquistes aussi se méfient de Jack Layton, mais disent-ils, si le NPD va jusqu'au bout, ils ne s'y opposeront pas et il y aura des élections très bientôt. Ce n'est pas ma préférence, mais s'il y a un manque de confiance du Parlement dans ce gouvernement, je suis prêt d'avoir une élection si c'est nécessaire. Nous considérons aujourd'hui, comme c'était le cas au printemps, qu'ils n'ont plus la nécessaire autorité morale pour gouverner. Si le NPD considère la même chose, et les conservateurs également, je crois que nous devrons avoir des élections. Moi, j'ai déjà fait une élection au mois de février. En 1980, on a fait une élection au début février, et on a survécu à ça. Cependant, ce n'est pas notre scénario préféré. Les occasions de faire tomber le gouvernement au cours des prochaines semaines ne manqueront pas. Alors la grande question est la suivante. Un parti osera-t-il provoquer la tenue d'élections dans le temps des fêtes, une stratégie pour le moins risquée que bien des électeurs pourraient ne pas apprécier? Yves Malo, TVA, Ottawa. L'ancien ministre et organisateur libéral Marc-Yvan Côté a été montré du doigt dans le rapport sur le scandale des commandites. Aujourd'hui, il règle ses comptes avec Paul Martin. Il dit que le premier ministre est indigne et incapable de diriger le pays. M. Côté admet ses torts, mais il ne digère pas son expulsion du parti. Robert Plouffe. Les lendemains du rapport Gomery font mal à Marc-Yvan Côté. Le juge l'a blâmé pour avoir accepté aux élections fédérales de 97 des contributions en liquide de 210 000 $ de l'ex-directeur général du Parti libéral du Canada, Michel Béliveau. Mon erreur a été de ne pas avoir posé de questions. L'ancien organisateur pour l'Est du Québec est repentant. Il ne savait pas d'où venait l'argent, mais pas question de révéler à qui il a profité. Vous pouvez essayer. Il n'y aura pas de nom de circonscription. Et il n'y aura pas de nom d'individu. S'il parle, ce sera aux agents de la GRC. Cela dit, il nourrit une profonde rancœur envers Paul Martin qui l'a expulsé du Parti libéral du Canada. Paul Martin m'a peut-être enlevé le droit d'être membre du Parti libéral, mais pas celui de défendre les vraies valeurs libérales. En mon âme et conscience, je suis un plus fier libéral, québécois et canadien
qu'il ne le sera jamais. M. Côté rappelle que celui qui l'a banni l'avait pourtant sollicité à plusieurs reprises. Je me félicite d'avoir eu le bon flair sur les incapacités de cet homme à diriger un pays dont je suis fier. Je ne peux appuyer quelqu'un qui a si peu de jugement qu'il s'entoure d'individus comme Jean Lapierre, cofondateur du Bloc québécois, une personne qui a voulu détruire le Canada et qui, par son arrogance et son attitude méprisante, continue de stigmatiser les relations entre le gouvernement fédéral et provincial. J'ai pas le temps de me laisser distraire par ce fiel et par conséquent, moi je dois bâtir le parti dans l'état où ils nous l'ont laissé. Chacun règle ses comptes. M. Côté quitte la politique, marqué. Je ne peux pas être plus candide que ça. J'ai fait une erreur. J'ai payé pour, je paie pour et je paierai pour. Marc-Yvan Côté donne un conseil à ceux qui seraient intéressés de se présenter pour le Parti libéral du Canada aux prochaines élections. Assurez-vous que le parti vous a versé de façon légale les sommes nécessaires avant de vous engager, car de toute façon, vous risquez de mordre la poussière devant le Bloc québécois. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Alors, Michel, le COG va mettre tout ça en perspective. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Sophie. Alors, on risque de parler politique entre la dinde et la bûche. Là. On fait toujours ça, c'est un sport national ici, mais cette année, on risque d'être en élection, oui. La première date possible d'une élection serait le 27 décembre. Ouais. C'est peu probable, mais c'est possible qu'on soit en élection le 27 décembre. Bon, il y en a plusieurs qui se méfient de Jack Layton. Les négociations, les pourparlers avec les libéraux, là, c'est vraiment, vraiment fini ou on pourrait encore avoir des surprises? Ah, il a dit tous les pourrais du monde et il n'a jamais dit quelque chose de définitif, ni dans son discours, ni dans son point de presse aujourd'hui. Alors, vous avez vu tout de suite la réaction des deux autres chefs d'opposition, M. Harper et M. Duceppe, qui ont dit écoute, nous, on a remarqué que c'était pas définitif, tes affaires. Si tu veux battre le gouvernement, sers-toi de ta journée de l'opposition, qui est dans la troisième semaine de novembre. Nous autres, on va attendre. Oui. Des menaces d'élection, Michel, le jour où l'organisateur, Marc-Yvan Côté, on a entendu tirer à boulet rouge sur Paul Martin. Tout un contexte, hein? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait partie du contexte électoral. Les partis d'opposition savent que les libéraux sont divisés. Ça, c'est la première chose. Ils savent que le rapport Gomery fait mal à l'intérieur de la famille. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y aurait un budget quelque part en février ou en janvier. Et les partis d'opposition ne le veulent pas. Ils savent que c'est un budget qui va être plein de bonbons électoraux. Bon. Première occasion de renversement, donc techniquement, le mardi prochain, le 15, même jour que le couronnement du chef du PQ. Oui, il y a trois opportunités. Il y en a une le 15, il y en a une la semaine suivante qui va être une journée du NPD et il y a un vote sur les crédits supplémentaires. C'est un vote budgétaire, c'est toujours un vote de confiance dans la première semaine de décembre. Bon. La dernière fois, rafraîchissez-nous un peu la mémoire, là, Michel. La dernière fois qu'on a voté là, en plein hiver, ça remonte à 1979? 1980. En 1979, le gouvernement Clark avait été défait au début de décembre sur son budget et les élections, à ce moment-là, les campagnes électorales fédérales duraient nécessairement 2 mois. Alors, oui, on avait voté le 22 février, si je me souviens bien, ou le 18 février. Bien. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir. André Boisclair contre-attaque. Le meneur dans la course à la direction du PQ a envoyé une mise en demeure à un autre candidat. Il demande à Jean Ouimet de se rétracter à propos de rumeurs lancées sur les ondes de TVA. Des rumeurs fallacieuses, affirme M. Boisclair, qui est attaqué de toutes parts alors que s'amorce le dernier droit de la campagne. Paul Larocque. Il y aurait eu des preuves comme quoi il y aurait eu des travaux qui auraient été faits dans un chalet dans les Laurentides avec des travaux noirs et la personne disait qu'elle avait des preuves pour ça. Jeudi dernier, à l'émission TVA en direct.com, le candidat Jean Ouimet laissait entendre qu'André Boisclair aurait, selon lui, fait exécuter des travaux au noir à son chalet du temps qu'il était ministre. Mais talonné par l'animateur, Jean Ouimet a fini par avouer qu'il n'avait aucune preuve de cela, qu'il avait en fait entendu cette rumeur de la bouche d'un animateur de radio. C'était une émission de radio sur la Rive-Sud où on me parlait de rumeurs. Je vous dis bien, c'est la personne qui me disait « ça va sortir ». Aucune preuve que des ragots. L'organisation Boisclair lui a fait parvenir une mise en demeure le sommant de se rétracter. Tout est faux et archi-faux, affirme-t-on dans l'entourage André Boisclair, qui lui souhaite maintenant que tout cela cesse. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette question-là. Je mène une campagne positive. Je ne commencerai pas à rentrer dans un débat avec M. Legendre sur cette question-là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit de façon franche, de façon droite, de façon honnête. Je pense qu'il est temps que la campagne continue. Je pense qu'il est temps que les Québécois regardent, quand ils auront un choix à faire dans les prochaines semaines, qui est la meilleure personne pour rassembler. Eh bien non, ses opposants n'entendent pas lâcher prise. Richard Legendre en rajoute. Il s'agit simplement qu'il reclarifie une dernière fois, à mon humble avis,
qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, ou s'il a d'autres choses à rajouter, qu'il rajoute. C'est vous qu'il a d'autres choses à rajouter, vous? C'est à lui de juger, c'est à lui de décider, ça, absolument. Le vent a vraiment tourné et je suis très confiante pour la suite des choses. Pauline Marois, elle, montrée du doigt à plusieurs reprises par l'organisation Boisclair, affirme qu'elle remonte la pente actuellement. Vous trouvez que c'est sain comme course? Bon, il y a eu des moments un petit peu difficiles et c'est normal, mais quant à moi, je trouve la mienne bien engagée. Je suis fière de la course que j'ai menée jusqu'ici. La mise en demeure d'André Boisclair contre Jean Ouimet devait en principe rester confidentielle. C'est Ouimet lui-même qui a choisi de la rendre publique. Le clan Boisclair le somme de cesser de colporter n'importe quoi et de se rétracter. Jean Ouimet se laisse quelques heures avant de décider ce qu'il fera. Mais décidément, la course au leadership au PQ va donc se terminer comme elle a commencé, dans la polémique et la division. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. On voit ça habituellement quand les résultats sont très, très serrés. Bien, au lendemain de sa dégelée aux élections municipales, Pierre Bourque songe à demander un recomptage judiciaire. Le scrutin électronique a connu des ratés. On le sait, le dévoilement des résultats qui devait arriver tôt est arrivé tard comme jamais. Le chef de Vision Montréal trouve que le système n'est pas fiable et que les résultats ont pu être faussés. Il va donc annoncer demain si oui ou non il va demander un recomptage judiciaire autant à la mairie qu'au poste de conseiller. Des ratés, mais aussi des réussites par Internet, même avec le téléphone cellulaire. François Charon nous parle du vote électronique plus tard dans le bulletin. Comment ramener l'ordre en France? Le premier ministre Dominique de Villepin pense que sortir l'armée tout de suite, c'est pas une très bonne idée. Le problème, c'est que la police est complètement débordée. On en parle avec Richard Latendresse. Alors, Richard, la solution, c'est quoi? Soir après soir, Sophie, la situation se répète. Ça semble échapper aux mains des autorités. Alors, on est allé fouiller dans les lois dont on dispose et on est allé sortir la loi de 1955, une loi, Sophie, qui a été créée à l'origine pour rétablir le calme en Algérie. Alors, vous voyez à quel point on considère la situation importante. Ça donne des pouvoirs exceptionnels aux autorités, notamment pour imposer un couvre-feu et faire en sorte que, du coup, on retire les jeunes de la rue, on ait les moyens de ne plus les revoir, sortir, défier les policiers et réussir une fois pour toutes à au moins calmer la situation avant d'engager le débat pour comprendre et améliorer peut-être la situation dans ces fameuses banlieues françaises. Il y a ce qui se passe et ce qui se dit. Ce qui se passe, c'est une insécurité grandissante avec la révolte de petits groupes de jeunes dans près de 300 villes, un peu partout en France. Avec un sommet dans la nuit de dimanche à lundi, 1408 véhicules incendiés, des dizaines de commerces, d'entreprises, de bâtiments publics, dont des écoles attaquées. C'est sûr qu'on a peur pour nos petits, mais j'espère que la police va faire quelque chose. Des centaines de jeunes interpellés, des dizaines de policiers blessés et un premier décès. Un homme de 61 ans mort des blessures subies après avoir été tabassé. C'est sûr que je suis très en colère, hein. Mais bon, ça le fait pas revenir, mon mari, hein. Ça, c'est ce qui se passe. Ce qui se dit d'autre part est aussi pas mal répétitif. Revenir au calme, rétablir l'ordre. Il faut que l'ordre républicain revienne dans tous les quartiers de notre territoire. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et le premier ministre français de renchérir en offrant aux préfets à travers le pays un moyen de plus pour ramener la paix. Pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité. Mais avec l'impression, malgré les 9500 policiers et gendarmes sur le terrain, que le contrôle des événements continue d'échapper aux autorités, toutes les options sont envisagées. Et c'est possible que l'Assemblée nationale et le Sénat ici en France vont débattre la question de l'armée française dans les rues de ce pays. D'une manière ou d'une autre, la riposte devra être plus sophistiquée, alors que les policiers constatent que les jeunes se coordonnent de plus en plus efficacement grâce au téléphone cellulaire et à Internet. Des blogs, par exemple, appellent à l'émeute, pendant que, sur le terrain, les casseurs ont à peine 12, 13 ans. Richard Latendresse pour Réseau TV. Le vice-président américain a-t-il vraiment permis à ses soldats de torturer des prisonniers irakiens? George Bush a répondu à ça aujourd'hui. Écoutez-le. We do not torture.
Nous n'utilisons pas la torture. C'est une réponse claire. Il dit que les interrogatoires de prisonniers se font dans le respect des lois, mais mauvais timing, si vous me passez l'expression, quelques heures après sa sortie, il y a 5 soldats américains qui ont été accusés de mauvais traitements sur les prisonniers en Irak. Le 7 septembre, ils auraient frappé 3 détenus à coups de poing et à coups de pied. La tornade qui a dévasté un secteur de l'Indiana hier a vraiment fait beaucoup de ravages. Regardez ça, 18 des 22 victimes demeuraient dans ce parc de maisons mobiles. C'est l'endroit qui a été le plus touché près de la frontière avec le Kentucky. Imaginez, il y a 300 maisons qui ont été détruites. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence dans ce comté-là. C'est la tornade qui a fait le plus de morts aux États-Unis depuis 1998. Au retour, Sophie Chiasson et Choix FM se retrouvent en cour d'appel. Coupable d'agression sexuelle, ce policier s'en prenait. Groupe sanguin.